Merci. Merci d'être encore avec nous. On va faire court et plutôt soft, comme c'est la fin de journée, juste avant la clôture finale. Alors, le thème qu'on va aborder ensemble est extrêmement intéressant. On a vu dans ces perspectives de Combloux tous les enjeux, l'or vert de nos montagnes, les difficultés, les problématiques et puis surtout les évolutions. Eh bien, on va parler ensemble pour terminer cette journée de la formation justement au métier du bois et de la forêt, montrer comment sont formés ces professionnels, grâce à qui ils sont formés, et puis surtout, moi qui ai été enseignant pendant très longtemps, vous avez un souci de transmission, puis surtout de prévoir ce qui va se passer. Alors, je vais vous présenter un petit peu les gens qui sont ici. Thibaut Guiraudy, qui est à mes côtés, sur la gauche ici. Thibaut, vous êtes... présentez-vous, tiens, rapidement. Oui, bonjour, donc je suis ingénieur bois et chef de projet au pôle Excellence Bois. Des Pays de Savoie, des Pays de Savoie. Exactement, pôle Excellence Bois des Pays de Savoie. Donc, je ne sais pas si je dis quelques mots sur le pôle Excellence Bois. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la fédération interprofessionnelle de la filière forêt-bois, donc en Savoie et Haute-Savoie. Autrement dit, on est une association, loi 1901, et dont nos missions sont de promouvoir la filière, les métiers, les usages du matériau, aussi d'accompagner tous ces acteurs, donc de toute la filière, de la forêt jusqu'à tous les débouchés, qui sont la construction, l'ameublement, l'énergie, l'emballage, voilà, vraiment, on est fermé à rien. Et puis tout ce qui est au milieu, de la transformation, donc de structurer également cette filière locale, et puis de se projeter dans les territoires, pas seulement rester au centre à Annecy-Chambéry, mais aussi dans toutes les intercommunalités des Deux-Savoie. Et on va voir comment vous valorisez justement ces métiers. À ma gauche, juste à ma gauche ici, alors Sylvestre Vernier, Sylvestre, déjà le prénom Sylvestre, et Vernier, chez nous le Verne, c'est l'Aulne-Vert si je ne me trompe pas, donc c'était prédestiné comme ton prénom ou pas, Sylvestre? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pourtant mon père était latiniste, donc il le savait, mais absolument pas. Donc Sylvestre Vernier, moi je suis enseignant forestier. Donc je suis d'abord passionné par la forêt et du coup j'en ai fait mon métier d'enseignant dans un lycée, à l'ISETA ECA à côté d'Annecy, qui est un lycée agricole qui forme des jeunes à tous les métiers de l'environnement, du service et à d'autres métiers, et dont la filière forestière est une filière historique puisqu'on forme aussi bien des bûcherons et des techniciens, et que par exemple pour les techniciens on en est à la 56e année de promotion qui sortent. Et on en a vu un certain nombre durant ces 2 jours. On en a croisé dans les vidéos, etc., qui sont des anciens sortis de l'école. Le célèbre lycée de Poisy agricole qui s'appelle l'ISETA. L'ISETA, on va le dire, c'est l'Institut des sciences de l'environnement et du territoire d'Annecy. C'est encore mieux comme ça. Voilà. Ça. Enseignant passionné qui a été à l'ENF, on va le préciser. À ma droite, il va se présenter. Je me représente, j'ai été repris en l'absence de Frédéric Antoine, président de l'ASL de Maglan, et comme c'est le CNPF qui a fait l'ASL, voilà, vous avez souhaité nous associer. Donc Sylvain Ougier. Sylvain, regardez, Sylvain, voilà, le génie des forêts, c'est ça originellement. Donc Sylvain Ougier, responsable CNPF Savoie-Haute-Savoie, et je suis un ancien de l'ISETA, j'ai passé 2 diplômes à l'ISETA. Donc c'est une école qui me tient particulièrement à cœur. On va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. Comment on va former justement au métier du bois et de la forêt. D'abord, on va inverser un petit peu. On va commencer par justement Thibaut, justement. Comment vous, avec votre organisme, votre association, vous aidez à la formation? Parce que c'est essentiel la formation pour aujourd'hui et surtout pour demain. Comment vous faites concrètement, vous, au pôle Excellence Bois? Comment vous faites? Alors en effet, c'est essentiel. Alors nous, on n'est pas organisme de formation. Par contre, on travaille avec tous les organismes de formation du territoire, de tous les métiers de la filière forêt-bois. On va plutôt avoir des actions de sensibilisation plutôt que de formation, que ce soit auprès des jeunes, donc collégiens, lycéens. On organise tous les ans des parcours découvertes qui regroupent à peu près 400 collégiens où on leur fait découvrir tous les métiers de la filière. Ensuite, on travaille aussi à sensibiliser les métiers de la filière auprès des demandeurs d'emploi. Donc on travaille régulièrement avec France Travail. On organise ce qu'on appelle des job dating, où on met en relation les demandeurs d'emploi et les professionnels de la filière. Et aussi des ateliers découvertes des métiers, aussi pour les demandeurs d'emploi, mais plutôt sous forme de journées d'imprégnation. Le matin en forêt, l'après-midi dans un atelier de menuiserie, et puis deuxième partie d'après-midi chez les compagnons du devoir, qui sont les charpentiers du compagnon du devoir par exemple, où on va vraiment... France Travail, là pour le coup, aura déjà identifié des personnes un peu
attirés par ces métiers du bois, et donc ils vont avoir la possibilité de s'imprégner une ou 2 journées entières auprès de certains métiers. Les jeunes sont intéressés, vous ressentez cet intérêt pour le bois aujourd'hui, ou vous devez aller les chercher? Comment ça se passe? Alors, on ressent quand même un intérêt sur tous les métiers, architectes, ingénieurs, tout ça. Bon, après, moi, je sais pas, peut-être mes collègues seront mieux dire comment sont remplies les salles hein, de l'éducation sur toutes les formations. Mais voilà, il y a de l'intérêt. Maintenant, c'est vrai que chez les collégiens, pas vous cacher, c'est difficile de les tenir toute une journée, voilà, à découvrir tous ces métiers. Voilà. Sylvain, même chose de votre côté. C'est un souci, vous, d'aller trouver des gens, de les intéresser. Puis pour vous, c'est important d'avoir des gens qui vont se préparer à ces métiers-là. Oui, on a différents programmes en fait auprès des scolaires. On en a d'ailleurs fait cette année sur le Pays du Mont-Blanc, où il y a eu la sensibilisation d'agents des territoires dans les classes des petits, c'est-à-dire que ceux qui sont en 4e ou 5e, me semble-t-il, et puis même des fois plus petits. Donc là, on fait de la sensibilisation surtout à la découverte des milieux et leur donner une approche de la forêt qui nous semble plus objectif que uniquement le côté ce qui a été évoqué tout à l'heure là par Loïc Hervé. J'arrive plus à retrouver le terme. Et puis après, sinon, on a beaucoup de partenariats avec l'ISETA. On reçoit des élèves en stage. On organise des chantiers et on travaille avec eux. On leur fournit des chantiers qui nous semblent accessibles, qui semblent correspondre à des chantiers qu'on peut mener avec eux en partenariat. Donc c'est les élèves qui plantent, ils sont encadrés par les agents et encadrés souvent par une entreprise. Donc voilà, on a des liens qui sont étroits et quotidiens, je peux le dire, avec les organismes de formation. Et enfin, on embauche. Moi, j'embauche à peu près un agent par an. Parce qu'il y a du turnover, hein, je vous ai dit que j'avais du CDD, donc il y a des gens qui restent pas. Et on a la chance encore d'avoir des candidats sur les 2 dernières offres d'emploi. On a eu 35 CV, ce qui est assez remarquable. Et ça se passe plutôt bien. On regrette de temps en temps au CNPF que l'ONF nous pique nos agents et les emplois dès qu'ils ont un peu d'expérience, mais ça fait partie du jeu. Et Sylvain, vous êtes content des gens que vous récupérez? Ils sont bien formés, on donnera la parole ensuite à Sylvestre. Oui, je trouve que le niveau est bon. C'est des passionnés en fait. Pour travailler en forêt, il faut être passionné, il faut aimer la forêt, il faut aimer cette découverte. C'est très complexe. On s'imagine que ça pousse un peu tout seul, c'est pas du tout le cas. Les notions de sol sont très importantes. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Ça a été évoqué par l'élu tout à l'heure qui dit, mon technicien de coopérative, il fait maintenant des profils de sol. Effectivement, on a beaucoup d'incertitudes. Le changement climatique a complètement changé les habitudes des forestiers. On a perdu toutes nos certitudes. Donc du coup, il faut des outils, il faut de l'analyse pour pouvoir apporter un conseil en forêt privée qui nous semble le plus objectif possible, avec énormément de modestie. J'avais des agents qui maîtrisaient tellement le sujet qu'ils étaient capables, pratiquement sans se déplacer, de donner un conseil, parce qu'ils connaissaient les versants, ils connaissaient la productivité, les sols et comment ça réagissait. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on ne fait pas un conseil sans faire un trou dans le sol pour regarder la texture, la structure du sol, son pH, la réserve utile en eau, et le comparer avec les précipitations. Du coup, on est géolocalisé, on a de nouveaux outils. Et là, on a des agents qui arrivent, même jeunes, qui maîtrisent les nouveaux outils. C'est pas mon cas, mais qui sont compétents et qui sont assez rapidement opérationnels. Alors, il est là pour préparer l'avenir, Sylvestre Vernier, justement, de l'ISETA. Aujourd'hui, comment vous formez les gens très concrètement? D'abord, au lycée, combien vous avez d'élèves par génération, par cohorte? Combien à peu près? Au lycée de Poisy, on va le rappeler. Alors, en fait, pour résumer la formation forestière, mais c'est un peu pareil dans les métiers du bois, il y a 3 niveaux de formation. Il y a un niveau qui correspond à un niveau bac professionnel ou CAP, qui forment des ouvriers sylvicoles ou des bûcherons. Et ensuite, il y a un niveau technicien pour lequel moi je suis responsable d'un BTS forêt. 95% des techniciens forestiers en France ont un BTS, donc il y a bac+2. Et là, on est sur une 30aine d'étudiants. Bac pro, on est sur une 20aine d'étudiants par an. Et ensuite, il y a, dans la filière forestière, il y a un niveau ingénieur, essentiellement porté par AgroParisTech à Paris, et puis porté par des écoles du bois, l'ENSTIB et l'ESB. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a un cloisonnement plutôt entre les formations typées transformation du bois et utilisation du bois et les formations forestières. Formations forestières, elles dépendent du ministère de l'Agriculture. Formation du bois, elles dépendent du ministère de l'Éducation nationale.
Pour autant, évidemment, on essaye de tous travailler ensemble et ça reste dans les deux cas des formations professionnelles pour lesquelles on travaille beaucoup aux côtés des organismes professionnels, à l'image par exemple d'une manifestation qu'on organise chaque année dans les Bauges qui s'appelle Le bois ça vous branche, où on fait découvrir les métiers du bois et de la forêt à des jeunes collégiens du territoire et où on met en situation des étudiants, en l'occurrence mes étudiants forestiers, avec les professionnels pour expliquer ce que sont les métiers de la forêt et les métiers du bois. Alors, les métiers auxquels vous formez, j'imagine que c'est varié. Il y a le bûcheronnage, il y a les experts forestiers. Il y a quoi exactement ? C'est très varié finalement. Alors, vous l'avez vu, hein, les problématiques forestières, on l'a vu durant ces 2 journées, elles sont relativement larges et elles sont devenues de plus en plus complexes. Et effectivement, on a aujourd'hui une multitude d'organismes qui interviennent en forêt. On a des chercheurs, on a l'ONF, on a le CNPF, on a des exploitants, on a des coopératives, etc. Et moi, je n'ai pas de parcours prédéfini pour mes étudiants. Moi, mon but, c'est d'abord de leur transmettre la passion pour la forêt, et ensuite, chaque étudiant va avec ça faire son propre parcours. Donc aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent en coopérative, j'ai des étudiants qui travaillent au CNPF, j'ai des étudiants qui font autre chose, parce que ça arrive aussi. J'ai un étudiant qui est par exemple chanteur d'opéra, qui fait de la découverte de la forêt par le chant d'opéra. Comment ? Chanteur d'opéra ? C'est ça. Vincent Karch, il a fait un stage à Ouagadougou sur l'eucalyptus intensif. Le soir, il allait à la chorale. On lui a découvert une voix de ténor d'opéra. Il a commencé au CRPF à Montpellier. Il a pris des cours au conservatoire. Ça lui a tellement plu qu'il est devenu le ténor d'opéra. Il a fait les plus grandes scènes internationales. Et aujourd'hui, il fait de la découverte de la forêt par le chant d'opéra. Voilà. Et j'ai des parcours comme ça, voilà, j'en ai plein. Donc, il y a des techniciens qui viennent de Poissy dans tous les territoires ici. Voilà, qui sont au CNPF, à l'ONF, etc. Et puis, on a plein aussi de parcours absolument atypiques. On a Benjamin Roubiol sur le territoire qui est champion du monde de trail, champion d'Europe, qui a été ouvrier à l'ONF à Salanches pendant un certain temps et qui sort d'un BTS forêt de Poissy parce qu'on a quand même des jeunes qui, en général, aiment la nature, aiment être dehors. Et c'est la première des motivations qui doit exister pour travailler en forêt. Sylvestre, est-ce que vous vous rendez compte des responsabilités que vous avez aujourd'hui ? Changement climatique, on l'a dit. Vous avez aussi vu l'évolution, vous, très forte de la formation de ces gens-là. Alors, il y a déjà dans le passé, c'était différent, j'imagine. Et puis dans les 20 ans, les 30, 40 ans qui viennent, on parlait tout à l'heure avec Sylvain d'incertitude. Vous vous rendez compte ? C'est très compliqué ce que vous faites aujourd'hui comme enseignement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Racontez-nous un peu l'évolution déjà de ces métiers des bois et de la forêt. Je vais vous donner une anecdote. Hein. Moi, j'ai un collègue qui, dans les années 80, faisait de la plantation à l'explosif avec les étudiants. C'est-à-dire, il allait à la préfecture, il achetait de l'explosif, il faisait des trous dans le sol, ça explosait, on plantait les peupliers comme ça. En Chautagne, c'est ça, non ? En Chautagne, oui. Je m'imagine bien aujourd'hui aller demander à faire ça avec des étudiants. Donc effectivement... Ça c'est fini, hein, c'est pas l'avenir. Effectivement, ça a bien changé, la formation a changé et la situation forestière, pour toutes les raisons qu'on a évoquées durant ces 2 jours, a bien changé également. Donc ça veut dire que moi, mon rôle, c'est aujourd'hui de leur donner des bases scientifiques, parce qu'on fait beaucoup appel aux chercheurs et à ce que les chercheurs nous disent. Par exemple, quand on va parler de l'influence de la coupe rase, nous, on va aller regarder ce que nous dit la recherche scientifique sur cette influence-là. Et on va apprendre ces bases scientifiques et surtout, on va transmettre une passion pour que les étudiants puissent s'en servir pour s'adapter. Continuellement, aujourd'hui, ce qui fait un bon forestier, ce n'est pas les connaissances qu'il a eues au départ, c'est sa capacité à aller chercher de l'information, à se renseigner, à être au contact des élus, des propriétaires, pour toujours se remettre en question et être le plus pertinent possible dans son territoire et dans les réalités d'aujourd'hui. Les réalités de demain, elles seront différentes. Donc moi, il faut que je leur ouvre l'esprit pour qu'ils aillent chercher dans la littérature, chez les scientifiques, dans les organismes forestiers, ces connaissances qui leur serviront peut-être demain. On parle de plus en plus aujourd'hui, par exemple, de nouvelles technologies. Voilà, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Moi j'ai eu les étudiants qui ont fait les premières expérimentations sur le secteur, notamment suite à la tempête de Maglan, d'expérimentation de l'utilisation du drone en forêt pour repérer les foyers de scolytes, dont on a parlé pendant 2 jours. Voilà, vous survolez avec un drone, vous mettez un système informatique qui repère si les arbres sont plutôt verts, sont plutôt marrons, et vous obtenez le nombre d'arbres scolytés par parcelle, etc. Voilà.
on peut former aussi les étudiants à ça et à ce qu'ils aient cette curiosité-là pour qu'ils évoluent aussi avec l'évolution des problématiques forestières. Ça veut dire que ça change tout le temps. L'enseignement d'aujourd'hui, ça ne sera pas celui de demain. Et puis, la personne qui sera formée, le jeune qui va sortir aujourd'hui, il va devoir évoluer dans son métier pour s'adapter justement à ces métiers du bois et de la forêt. Nous, c'est facile, hein, on a 56 ans d'existence, donc on a les premiers qu'on a formés, notamment M. Vernet, qui a fini directeur de la Coforêt, donc qui est la grosse coopérative qu'on avait dans le secteur. Il est parti à la retraite. S'il était resté avec les connaissances forestières qu'on lui a données au départ, donc en 1963, il ne serait plus à jour. Donc évidemment, aujourd'hui, il faut toujours aller rechercher de la connaissance. Et nous, donc moi, mon objectif, c'est pas de transmettre des recettes toutes faites et de leur dire ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. C'est vraiment de transmettre une passion, l'envie d'aller chercher de l'information, l'envie d'aller écouter les scientifiques et pour pouvoir répondre aux questions de demain. Alors, on a vu, les besoins sont importants, les enjeux sont importants, la responsabilité est extrêmement importante. Est-ce que vous formez suffisamment de personnes? Est-ce que vous en recherchez d'autres? Est-ce qu'on peut être rassuré au terme de ces 3 journées, nous, en se disant les formations sont là, les jeunes seront là, seront à la hauteur, ils seront assez nombreux? Comment ça se passe? Alors, je crois qu'il faut distinguer les niveaux de formation. On a un vrai problème sur le niveau bac pro et sur le niveau de l'exploitation forestière. Et le problème, il est lié aux problématiques de la filière. On en a parlé, un métier difficile, pas forcément reconnu, des jeunes qui vont faire de la plantation pour qui ça ne parle pas. Voilà, l'utilisation d'une tronçonneuse à battre un arbre, ça parle. À les planter, c'est plus compliqué. Donc là, on a des vraies difficultés à trouver des jeunes et avec des jeunes qui sont des super jeunes, c'est-à-dire qui savent travailler en sécurité, qui savent travailler en autonomie, qui sont en général pas feignants, parce que pour faire un apprentissage ou pour faire un stage en forêt, en bûcheronnage, faut pas être feignant. Et généralement, ces jeunes-là, ils sont récupérés soit par le paysage, soit par les travaux publics. Donc ce qui fait que on a du mal vraiment, et c'est valable en France, à trouver des jeunes qui reprennent le flambeau de l'exploitation. Et donc, on est obligé à faire appel, comme il y a une coupe aux contamines et le débardage par câble, il s'est fait par un bûcheron tchèque, quoi. Voilà. Donc, on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère pour pallier ce manque de bûcherons. Au niveau technicien, c'est différent. Là, on a plus de facilité à trouver des jeunes. On a plus d'accès pour les femmes aussi. Voilà. Alors, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai fait un graphique sur les 25 dernières années. Il y a des années, il y a beaucoup de filles. Il y a des années, il n'y a pas beaucoup de filles. Mais la filière est tout à fait ouverte à ça. Et là, c'est plus facile, même si actuellement, il y a un gros renouvellement des générations, notamment à l'ONF, avec des forts départs à la retraite, qui font qu'il y a beaucoup de travail en forêt. Il y a des postes de techniciens ouverts tout le temps, à peu près partout, quoi. Mais donc là, globalement, ça marche relativement bien et on a du monde dans les formations. Il y avait 3 écoles forestières historiques. Aujourd'hui, il y en a 25. Donc on sort aujourd'hui en moyenne 500 techniciens qui sont diplômés chaque année, voilà, qui sortent avec un BTS forêt. Et puis, au niveau ingénieur, là, on est dans les filières classiques qui continuent à avoir de l'attrait, parce que AgroParisTech a quand même un certain savoir-faire, l'ENSTIB, le SB sur la transformation du bois a une certaine valeur. Donc, il y a moins de problèmes de recrutement. Et là aussi, on a de l'emploi en forêt qui existe pour gérer tous ces problèmes complexes qu'on voit aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur la main-d'œuvre d'origine européenne, souvent étrangère. Est-ce qu'elle est suffisamment formée, justement? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça peut mettre en danger certaines filières? Peut-être vous avez eu affaire peut-être à des gens. Est-ce que d'abord c'est important? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui travaillent dans ce domaine de la forêt? On parlait de la main-d'œuvre effectivement moins qualifiée, c'est ça? Oui, il y a un gros déficit en exploitation forestière et en plantation. Oui. Alors, juste pour commencer par la plantation, on a eu par exemple sur Maglan, on a accompagné l'association, la SL de Maglan, sur une reconstitution avec un chantier de 30 hectares. On était allé voir le pôle d'excellence bois en disant est-ce qu'on ne peut pas monter un groupement d'intérêt économique pour que l'ensemble des ETF du département s'associent pour pouvoir répondre collectivement à ce chantier d'ampleur. Ça n'a pas fonctionné, c'est regrettable et du coup on a dû faire appel on a accompagné l'association pour faire une consultation et c'est une entreprise de Nevers qui est venue planter une coopérative. Donc il y a un manque de main d'œuvre énorme, alors que c'est dommage parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un 4x4, une pioche
Et finalement, on est tout de suite opérationnel. Et avec l'accompagnement technique qu'on fait, c'est assez facile de pouvoir planter des plants. C'est technique, c'est difficile physiquement, mais ce n'est pas insurmontable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur l'exploitation, les métiers des agents ont changé. Ça arrive à certains agents de faire appel à Google Trad pour pouvoir communiquer avec les entreprises étrangères qui sont sur les coupes. Donc c'est regrettable. C'est-à-dire qu'autrefois, le bûcheron, il était pisteur l'hiver ou moniteur de ski. Il avait 2, des fois 3 métiers, mais il restait sur site. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça se spécialise et que, comme l'a évoqué Sylvestre, ils vont vers des secteurs qui sont peut-être moins durs physiquement, plus rémunérateurs, le paysagisme, et on perd du coup ce savoir-faire local. C'est regrettable parce que moi j'ai commencé ma carrière en Chartreuse, et je me rappelle des bûcherons qui gagnaient très très bien leur vie. Les pièces, elles faisaient 5 mètres cubes. Dès qu'on tombait un arbre, on avait tombé 5 mètres cubes de bois, quoi. Quand ils en faisaient 3-4 dans la journée, ils avaient fait une très belle journée, quoi, financièrement parlant. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ils veulent tous être dans des machines. Le travail manuel se perd un petit peu. Et c'est regrettable parce que là, on n'aplatira pas les montagnes. Donc, il faudra continuer à y aller avec la tronçonneuse et les bidons et le coin et le tire-fort ou le cric. Même chose, Thibaut, oui. Alors peut-être pourquoi en fait on manque de main-d'œuvre. En fait, il faut remettre en perspective l'économie de marché. On en a parlé tout à l'heure. En fait, comment ça se passe? Un charpentier, quand il répond à un appel d'offres, il doit être compétitif au niveau du prix. Donc lui, il réfléchit à combien je vais acheter le bois, combien je dois acheter le bois pour être compétitif. Donc le bois, il va l'acheter à des négociants ou des scieurs, et ces négociants et scieurs doivent être au prix du marché quand ils vendent le bois. Leur prix de transformation, lui, est fixe. Du coup, le scieur doit s'approvisionner en bois aussi au prix du marché. Il ne peut pas l'acheter plus cher. Sauf qu'avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les difficultés d'accès aux forêts, en fait, un bûcheron ici, pour sortir, je dis n'importe quoi, mais 20 mètres cubes, il va mettre 12 heures. Et pas loin, dans le Jura, dans le Massif central, ils vont peut-être mettre 7 heures. Avec aussi toutes les contraintes d'accès aussi l'hiver, plus de 50% de la forêt est à plus de 1000 mètres d'altitude en Pays de Savoie. Toutes les contraintes aussi de tourisme dont on a parlé. En fait, tout ça fait que le bûcheron ne peut de toute façon pas vendre le bois plus cher, puisque sinon le scieur ne lui achètera pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de travailler 7 heures, il travaille 12 heures. Et ça, quand les jeunes sortent de... Alors je parle seulement des bûcherons pour cet exemple-là, mais quand le bûcheron sort de l'école et puis commence à s'installer et voit les semaines qui se met pendant les périodes où il peut bosser, très rapidement, il va faire paysagiste, il va travailler pour le BTP, etc. Donc il y a ici une aide qui est spécifique au Pays de Savoie, pour soutenir ces métiers-là, pour pouvoir arriver et permettre à l'exploitant forestier de fournir le bois au prix du marché, aux scieurs, pour que derrière, la filière locale soit compétitive. Et que le charpentier ne soit pas obligé, entre guillemets, pour être compétitif, de s'approvisionner en bois des pays du Nord ou d'Allemagne. Est-ce qu'on manque de main-d'œuvre aujourd'hui? On manque de personnes? Oui. Et dans quasiment tous les... c'est une généralité, mais les bûcherons, on en manque cruellement. Oui. Les ingénieurs, on en manque aussi cruellement. J'ai échangé avec un recruteur il n'y a pas longtemps. Il me disait que l'ingénieur béton qui sort d'école, il est payé à peu près 40 000 euros brut. L'ingénieur bois, il est payé 30 000. Oui. Et pourtant, alors j'ai fait cette formation pour le bois, et c'est quand même beaucoup plus compliqué de dimensionner un bâtiment bois qu'un bâtiment béton. Pourtant, l'ingénieur béton est payé 40 000 de plus. Donc moi, j'ai plein d'amis de l'école qui sont maintenant, ils font pas que du bois, quoi. Ils savent aussi faire du métal, du béton, parce que ça paye mieux. Bien sûr. Est-ce que ça met en danger justement la forêt dans les années qui viennent? Est-ce que cette crise potentielle justement du manque de personnel, est-ce que ça peut être un vrai danger pour la forêt finalement? Il n'y a peut-être pas que le réchauffement climatique, il y a peut-être ça aussi. Alors, comment dire, il ne faut surtout pas arriver à l'état où on n'a plus de bûcherons, parce que s'il manque un maillon dans la filière locale est terminée. Donc, on n'en est pas là. Mais en tout cas, les chiffres sur l'âge des bûcherons actuels et puis la vitesse de renouvellement de ce métier-là est quand même très alarmante dans les Pays de Savoie. Comment on fait pour s'en sortir? L'école, le lycée le fait. Il faut faire des campagnes
À la télévision, dans les médias, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est inquiétant ce que vous nous dites quand même là. Alors, il faut réussir à rendre attractifs ces métiers-là. Et ça passe d'une part par la rémunération, ça passe par la reconnaissance, ça passe par une aide à l'investissement, parce qu'aujourd'hui, on a vu des machines forestières ou des engins forestiers pour se faciliter la tâche et pour résoudre des problèmes de sécurité. C'est des machines qui coûtent cher, donc qui nécessitent aussi des gros investissements pour lesquels le bûcheron doit être aidé, notamment on doit lui garantir un certain volume de travail, etc. etc. Et puis, effectivement, on a aujourd'hui des outils de formation qui fonctionnent, mais ces outils-là, ils doivent être soutenus, doivent être aidés pour qu'on continue à former des jeunes. On parle des métiers du bûcheron, il y a un autre maillon de la chaîne qui est en train de disparaître, c'est le scieur de tête, c'est-à-dire celui qui est au départ de la scierie et qui décide de quelle planche il va faire avec quel arbre. On a une école à Cormaran-Chambugère, une école du bois, et qui a toutes les peines du monde à recruter, malgré un savoir-faire technique, malgré un savoir-faire historique, etc. On voit que les problématiques sont de plus en plus complexes. Nous, on a résolu le problème à l'échelle d'Annecy en disant sur nos territoires de montagne, face à cette complexité, on va rajouter une année de formation supplémentaire pour les techniciens et on va aller s'associer à l'université Savoie-Mont-Blanc parce qu'ils ont la connaissance des territoires de montagne et ils ont un volet scientifique qui est intéressant. En théorie, c'est génial. Et je pense, nous, ça nous paraissait tous, professionnels y compris, une évidence. Le mettre en pratique, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que la technologie pourra remplacer peut-être les hommes? Je ne dis pas l'intelligence artificielle, dans ce domaine, ce sera un peu compliqué. Mais est-ce que demain, peut-être qu'on aura peut-être plus de personnel si on a une technologie, même si en montagne, c'est très compliqué? Est-ce que vous y croyez à ça, vous? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, c'est clair. Non, alors, attention. La technologie sera un outil d'aide à la décision. Oui. Comme d'autres, maintenant, la forêt, c'est d'abord un métier d'observation. C'est d'abord observer comment fonctionne la nature, comment elle réagit, comment va s'installer la régénération, etc. Et c'est des subtilités qui ne peuvent se voir que sur le terrain. Moi, j'ai un ancien étudiant qui est dans le Vercors qui disait maintenant, face au changement climatique, je ne suis plus gestionnaire de la lumière, je suis gestionnaire de l'ombre. C'est très très beau, mais ça nécessite d'être sur le terrain. On ne peut pas être gestionnaire de l'ombre depuis un satellite ou depuis un radar aéroporté dans un avion, et depuis son bureau. Donc, la décision, elle doit se prendre sur le terrain, en concertation avec tous les acteurs, les associations, les chasseurs, les élus, les propriétaires. Et ça ne peut pas se faire que depuis un bureau. Il faut d'abord aller sur le terrain. Et pour sensibiliser à la chose forestière, c'est là ma chance. Moi, c'est que dans mon métier, je suis intermittent du spectacle, mais mon chapiteau, il est quand même une partie du temps la forêt et quand même une super belle cathédrale, C'est une belle cathédrale, effectivement. Qu'est-ce que vous demandez, vous, aux formateurs, par exemple, à Sylvestre, à Lisetta? Vous avez des demandes à lui faire au niveau de la formation? On est cash entre nous, là, on peut le dire. Allez. Pour les BTS, qui ne changent rien. Moi, les derniers que j'ai recrutés, ils sont... Je suis très satisfait. J'ai des gens passionnés, impliqués, que je dois même des fois ralentir en disant il est 19h, il faut que tu rentres. Donc, non, changez rien là-dessus. Par contre, effectivement, il y a un vrai déficit sur la main-d'œuvre. C'est-à-dire que là, et c'est pas faute, on a parlé des coûts. Il y a tellement peu d'entreprises qui font de la plantation qu'on ne regarde même pas le prix. C'est-à-dire que je ne devrais pas le dire, mais on en est là. C'est-à-dire que si on trouve quelqu'un, à la limite, le devis, il va faire l'affaire, Donc ça, c'est regrettable. Et donc, il faut sans doute revaloriser l'image de ces métiers-là, parce que pour moi, il y a aussi une question d'image. On façonne les paysages, on façonne les futures essences, les provenances qui vont venir se mélanger aux essences locales. Donc, il y a une image qu'on devrait revaloriser de ces métiers-là. En tout cas, pour moi, il y a une vraie valeur de travail autour de ça. Et puis après, pour les bûcherons, il y a beaucoup de questions à se poser. Là, je pense qu'il faut plus qu'on travaille sur les aspects sociaux, accompagnement, couverture de sécurité, couverture chômage, etc. C'est des fois des multi-activités. Il y a sans doute des choses à innover autour de ça, en disant on vous fait qu'un contrat, mais vous avez vous êtes tâcheron une partie de l'année, vous êtes employé par une station de ski une autre partie de l'année, mais vous avez quelque chose de plus stable qui amène de la stabilité et qui ferait rester les gens du pays au pays et qui permettrait de continuer à travailler en forêt. Mais je suis pas un spécialiste de la partie professionnelle pure,
Thibaut Guiraudy du pôle Excellence Bois, vous êtes satisfait de votre voisin, de ce qu'il fait en tout cas? Alors moi, en effet, c'était plutôt la question à poser à Sylvain. Donc moi, je ne récupère pas, disons, les élèves. Par contre, nous, on a ce rôle aussi important au pôle Excellence Bois. C'est comme on travaille beaucoup avec les acteurs de la filière et les professionnels, on récupère leurs besoins. Là, dernièrement, c'est un besoin plutôt des charpentiers menuisiers. Ils ne trouvent pas assez les compétences d'opérateurs machines. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et qu'on recherche de plus en plus. C'est des personnes pour driver ces machines de taille qui taillent les morceaux de bois, tout ça. Donc on travaille avec les acteurs et puis les centres de formation pour développer ces nouvelles demandes, quoi, ces nouveaux métiers. Écoutez, on est presque rassurés. Une dernière question quand même pour Sylvestre, parce que le lycée agricole, enfin l'ISETA maintenant, vous êtes spécialisé plutôt dans la forêt de montagne. Hein, c'est bien ça votre spécialité, si j'ose dire. La question c'est, est-ce qu'il y a une formation particulière pour nos montagnes et nos forêts? Oui, c'est-à-dire qu'on a un programme qui est national, hein, qui est effectivement défini par un référentiel. Et derrière, nous, on l'a adapté et on a mis un module supplémentaire spécifiquement sur la forêt de montagne. Et récemment, donc, on s'est associé avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc et avec le pôle de géographie pour que les jeunes aient à la fois la connaissance de la gestion forestière traditionnelle, parce qu'on en a aussi certains qui vont travailler dans des zones de plaine, et puis ils aient aussi la spécificité de nos forêts de montagne, qui en fait, vous l'avez compris, hein, sont les plus complexes à peu près à gérer, puisqu'elles cumulent à peu près tous les handicaps qu'on peut avoir sur un territoire. Et en s'associant avec des chercheurs en géographie, on leur apporte la dimension territoriale, la faculté à s'adapter avec les différents acteurs, mais aussi les connaissances techniques liées à ces écosystèmes particuliers. Et puis, on essaye aussi de rapprocher, nous, avec les industries du bois et avec le commerce du bois, puisque, on l'a vu, hein, si on veut continuer à exploiter nos forêts, à gérer nos forêts, il faut aussi qu'il y ait une bonne transformation du bois, et l'esprit de filière, il est particulièrement important. Tout est dit ou presque. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelques incertitudes, mais on a quand même des raisons d'espérer quand même. Dites-nous un peu. Oui, c'est important, hein, la formation, c'est vital pour demain, c'est essentiel. Hein. Exactement, c'est les acteurs de demain et c'est ce que nous, du coup, on aura dans notre association. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect difficulté du travail, notamment sur les bûcherons de montagne. C'est vraiment, pour moi, le maillon le plus faible et qu'il faut arriver à reconsolider. Et ensuite, je pense que les métiers de la filière forêt et bois c'est une filière qui peut avoir une vision progressiste sur le 21e siècle, puisqu'elle stocke du carbone, comparée peut-être à d'autres filières comme le pétrole et plein d'autres. Donc c'est quand même très positif et c'est une filière qui va avancer, c'est certain. Voilà, ils seront à la hauteur des enjeux. Sylvain ? Oui, moi ce qui me rassure, c'est les potentialités. Il y a des potentialités qui sont considérables. On n'exploite que 30% de l'accroissement courant, je le redis. Donc, il y a une marge de progression qui est considérable. Maintenant, à nous d'être inventifs, de trouver les bons leviers pour arriver à mobiliser davantage et garder nos jeunes formés localement au travail dans nos forêts. On va rester sur cette note très optimiste et on va terminer le débat. Peut-être encore une question dans la salle, et puis on est dans le timing. Hein. On est dans le timing, Bravo. exactement. Bravo. On va avoir le temps de pouvoir clôturer ces perspectives. Voilà, j'allais passer la parole dans la foulée. On va prendre deux ou trois questions. Alors bonjour, Aline Pissard, moi j'anime la charte forestière du Pays du Mont-Blanc, donc je travaille avec tous ces organismes avec un grand plaisir. Je voulais évoquer quand même que les entreprises de travaux forestiers, nos bûcherons, ils rencontrent des contraintes pour lesquelles parfois nous, la société, la population, on pourrait quand même faciliter les choses. Bon, notamment, déjà ces bûcherons, aujourd'hui, ils ont des obligations réglementaires, ils doivent répondre parfois au marché public, donc c'est des compétences à part entière. Ils doivent faire des demandes d'autorisation, traverser les routes, traverser les cours d'eau, c'est des choses assez complexes à faire. Il y a des espèces protégées qui existent dans nos milieux de montagne, donc il ne faut pas intervenir à une bonne partie de l'année. Ça leur reste des champs d'intervention de 2 ou 3 mois pour faire leurs travaux chez nous.
Donc sur 2 ou 3 mois, comment on fait pour être rentable quand tous les chantiers s'accumulent? Et puis on a une grosse fréquentation de nos milieux naturels dans les pays de Savoie. La période post-Covid fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se balader, faire du sport. Et malgré la signalétique qui est mise pour signaler les chantiers, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. Et je pense que sur les bûcherons, ça fait peser une grosse tension, une peur d'avoir un accident avec tous ces pratiquants de la forêt et de la nature. Et donc c'est vrai que c'est important de rappeler aux gens, quand il y a un chantier qui est présent, il y a des panneaux, des rubalises. C'est pas pour rien, il ne faut pas pénétrer la zone. Parce que s'il y a un accident qui arrive, c'est parfois mortel. Et la responsabilité du bûcheron, elle est engagée. Donc ça, c'est vrai que c'est plus acceptable aujourd'hui. Et c'est important que dans nos communes de montagne, on explique bien via les offices de tourisme, via les mairies, qu'il ne faut pas pénétrer ces zones de chantier. Parce que quand on arrive à interdire les chantiers l'été, on ne garde plus que la fenêtre de tir de l'automne, 2 mois pour travailler. Comment voulez-vous qu'une entreprise, elle gagne sa vie sur 2 mois de travail l'automne? Donc, ça peut expliquer que certains se sont détournés du métier parce qu'il y avait trop de contraintes qui s'appliquaient. Donc il faut aussi que nous, la société, on fasse des efforts dans ce sens et qu'on en demande peut-être un peu moins ou qu'on soit capable de déplacer notre balade quand il y a un chantier qui se fait sur une zone, quoi. Merci pour cette précision, en tout cas. Merci. D'autres questions, remarques dans la salle? Non? Merci à mes intervenants. Merci Sylvain, Sylvestre et Thibaut. Merci beaucoup. Place à la Merci conclusion. également à Philippe, hein, qui, on le sait, a aussi un agenda très chargé. Il faut découvrir les pays de Savoie. Très bien. Alors, pour clôturer ces conférences, on avait plusieurs invités de marque et les débats étaient de grande qualité. Et je voudrais inviter sur scène Monsieur Raffarin, Monsieur le Premier ministre, et vous allez avoir la lourde charge d'introduire cette conclusion. Je vous passe donc la parole. Comment avez-vous vécu ces perspectives et est-ce qu'elles donnent des perspectives, justement? Bon, simplement, je voudrais remercier en effet tous les organisateurs parce que c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. D'ancien Premier ministre, ancien, ça veut dire libre. Je suis libre. Je vais vous dire ce que je pense vraiment au fond de moi. C'est que nous sommes dans une société démocratique extraordinairement malade. Quand on voit notre Assemblée nationale, quand on voit un certain nombre de nos débats, franchement, ça ne va pas fort. Mais ça ne va pas fort chez nous, mais ça ne va pas plus fort en Allemagne, pas plus fort en Grande-Bretagne et pas plus fort aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème sur le débat des démocraties. Et là, je trouve qu'il y a 2 ou 3 choses qui sont très importantes dans ce que j'ai vu. La première des choses, c'est qu'il y a une question de délibération personnelle. Moi, je suis naturellement du camp des humanistes, c'est-à-dire que je crois en la personne humaine. La personne humaine, sa dignité, elle est où? Sa dignité, elle est dans la liberté. Moi, je pense que l'homme n'est pas innocent de lui-même. Et donc, c'est la liberté de l'individu qui compte. Et donc, il faut qu'on délibère. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai entendu des choses quelquefois contradictoires. Et comme le disait très bien Fabrice, cette contradiction, elle est maintenant dans ma tête. Et c'est à moi de faire mes arbitrages. Je n'ai pas à suivre, je n'ai pas forcément à obéir. J'ai à décider moi-même de mes propres arbitrages. Et si on veut que les citoyens soient des adultes capables de participer, il faut qu'on leur donne des informations. Mais aujourd'hui, hier et avant-hier, on avait des informations. C'est-à-dire qu'on donne aux citoyens les éléments de sa liberté. Et ça, c'est très important. On n'est pas lui quand on est un follower. On est libre quand on a délibéré soi-même en disant « Tiens, j'ai entendu ça, j'ai entendu des différentes contraintes, j'ai entendu différentes positions. » Et ça, je crois que c'est très important, la délibération personnelle. Et la deuxième chose que je trouve très importante ici, c'est pour ça que je trouve qu'il y a dans cette démarche-là, il y a des choses très positives, c'est cette association des différentes parties et notamment la rencontre de la science et de l'élu. Je pense que c'est très important qu'on puisse se dire que, quand je dis la science d'une manière générale, c'est tout un certain nombre d'éléments culturels, d'un certain nombre de dossiers qu'il faut avoir. Et ça, je crois que c'est très important que les élus, et j'étais très heureux de voir ici le nombre d'élus présents qui s'intéressent à ces questions et qui écoutent les uns et les autres. Parce qu'on a beaucoup parlé de la forêt du bien commun. Mais il faut encore avoir envie d'avoir un bien commun. Si on continue à laisser les choses à faire avec l'individualisme des réseaux sociaux et tout ça, je ne pense qu'à moi-même. Et le bien commun, pourvu que moi je m'en tire, pourvu que j'en tire du bien, c'est tout. Et on voit bien, la société, elle va dans ce sens-là. Le bien commun, c'est pour les autres. Ou le bien commun, il est utile quand c'est mon intérêt.
faire de son intérêt un bien commun. Voilà le talent d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça le bien commun. Le bien commun, c'est d'avoir un certain nombre d'observations, d'analyses, et de rechercher un certain nombre de choses comme ça. Et je trouve que quand vous avez fait un débat sur l'eau cette année sur la forêt, on jardine le bien commun et on s'intéresse au bien commun. Et il faut promouvoir ce bien commun, même si naturellement il y a des effets qui sont des effets contradictoires. Mais la démocratie, c'est la liberté. Il faut pouvoir le faire. Donc je trouve que de ce point de vue-là, vous donnez un bel exemple dans une démocratie malade du fait qu'on peut aujourd'hui avoir confiance quand même en nous-mêmes et ne pas croire simplement que les choses viendront du reste des autres, mais qu'elles viennent de nous-mêmes. Merci à vous. Merci, Monsieur Raffarin. Merci également de votre présence. Quand on parle de présence, on pense aussi à un absent à qui on pense, monsieur le maire de Combloux, qui est souffrant et qui ne pouvait pas être présent avec nous. Jean-Michel, est-ce que tu souhaites dire un petit mot pour conclure ces 3 journées de rencontres et de débats? Jean-Michel Paget, premier adjoint au maire de Combloux. Merci à vous, merci à ceux qui ont organisé les perspectives de Combloux. Et je voulais remercier monsieur Raffarin. Et vous parliez de bien commun, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce matin, on est monté au sommet du Mont d'Arbois. Avec le givre, c'était magnifique. Et on se dit quand même, la forêt, c'est quand même un vrai bien commun et ça paye le coup de la préserver. Et moi-même, j'ai une parcelle de bois, j'y vais pas trop souvent, mais là, je vous promets que j'y retournerai parce que je la verrai peut-être différemment. Voilà, en tout cas, je voulais remercier tous les intervenants, la qualité des débats. Vraiment, c'était très intéressant. Et voilà, au nom de Claude Chambel, notre maire, je vous remercie pour votre présence. Voilà. Merci Jean-Michel. Et merci également à la mairie de Combloux qui est bien sûr support financier de cette opération. On avait aussi dans les invités de marque deux personnes qu'on va inviter à monter sur scène aussi pour nous donner leurs conclusions. Je vais appeler sur scène Alain Baraton et Étienne Klein, que j'aimerais vraiment remercier de leur présence à nos côtés et de la qualité des propos et qu'ils nous ont apportés et de leur lumière. On commence par Étienne. Étienne, un petit mot de conclusion et puis on enchaînera avec Alain Baraton. Merci à vous. Oui, j'étais ravi d'être avec vous pendant ces 2 jours. Vous savez, à la fin du XXe siècle, il y a 2 sociologues américains qui s'appellent Dunning et Kruger, qui avaient lu dans un journal un fait divers qui les a interpellés. Ce fait divers racontait qu'un jeune homme avait cru comprendre, en lisant je ne sais quelle publication, que lorsqu'on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras de surveillance. Et ce jeune homme a donc eu une idée qu'il a cru intelligente. Il s'est enduit le visage avec du jus de citron. Il a fait un braquage de banque. Et il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et les 2 sociologues en question se sont demandé, mais comment est-ce qu'on peut être aussi stupide? Et ils ont fait une grande enquête qui aboutit à un article dans lequel ils expliquent un biais cognitif qui est le biais Dunning-Kruger, qui dit ce que j'ai dit hier en introduction de l'après-midi. Pour se rendre compte qu'on est incompétent, il n'y a qu'une solution, devenir compétent. Et c'est ce que j'ai vécu là. Je ne connaissais pas du tout la question de la forêt. Mais rien que ce matin, en skiant avec Christian et d'autres amis, j'ai regardé les forêts différemment. Et donc le fait d'entendre des gens compétents parler de questions qu'on ignore modifie notre façon de penser, de délibérer à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que j'aime dans les perspectives de Combloux, c'est d'abord qu'elles s'appellent perspectives. Ce n'est pas des rencontres, c'est des perspectives. On trace des lignes, on parle du futur. Chose qu'on oublie parfois de faire dans les débats publics. Et puis surtout, on sépare la science de la politique. On les fait dialoguer, mais on les sépare. Il y a un grand physicien qui s'appelle Richard Feynman qui disait cette chose. La nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si vous dites des phrases qui violent les lois de la nature, ce qui est contenu dans ces phrases n'a aucune chance de se réaliser. Et il me semble qu'ici, on essaie de discuter de ce qu'on sait, et ensuite on discute ensemble de ce qu'on pourrait décider en tenant compte de ce qu'on sait. Et je pense que c'est ça, une démocratie éclairée. Et comme l'a dit M. Raffarin, c'est bien qu'il y ait des lieux où on la sente vivre. Je vous remercie. Merci Étienne pour ces mots.
Oh, très rapidement, il y a un film que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, c'est Archimède le clochard. Il est interprété par Jean Gabin, c'est un film des années 1960, c'est un clochard. Et son plaisir est d'aller voler les chiens de mémère, comme on disait autrefois dans les rues. Il va les ramener à ses propriétaires, moyennant bien entendu récompense. Et c'est Jacqueline Maillan qui voit ainsi son petit toutou revenir, elle est folle de joie, et elle lui montre la vue qu'elle a de son appartement avenue Foch. Et Jean Gabin lui dit cette phrase merveilleuse: j'ignorais qu'en dehors de Versailles, il puisse exister une perspective. Il était clochard, mais il parlait merveilleusement bien. Et c'est vrai que ces perspectives de clochard, moi qui suis un peu le spécialiste de la perspective à la française, ne peut que me réjouir. Et en vous écoutant parlant, en revenant à Versailles, je pensais à Jean Ferrat. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Ferrat à Versailles. J'ai passé une journée avec lui. Et j'écoutais dans la tête, pendant que vous parliez, la chanson La Montagne. Pourtant que la montagne est belle. Et ben, je crois tout simplement que pendant 3 jours ici, vous avez su par vos propos, par votre professionnalisme, votre compétence, votre talent, nous rappeler combien, effectivement, la montagne est belle. Merci à vous. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé et d'avoir apporté vos lumières et vos savoirs à ces débats et de nous avoir honorés de votre présence. Et puis pour clôturer cette fois-ci de manière officielle et un petit peu plus protocolaire, on va accueillir sur scène un des instigateurs de ces perspectives de Combloux qui s'est appliqué et impliqué dans ce projet. Franck Boileau, je te remercie en tout cas pour tout ce que tu as produit pour ces perspectives et je te laisserai donc le mot de la fin. Merci Aurélien. Eh ben, je voudrais vous faire un très bref résumé de ce que j'ai noté, de ce que vous nous avez appris. Parce que nous, on ne connaissait pas grand-chose. Moi, je suis physicien et ingénieur, je ne connais pas la forêt. Par contre, j'ai appris un grand nombre de choses dont j'ai essayé de lister brièvement les choses les plus importantes. Sur le plan scientifique et technique, parce que c'est quand même mon dada et j'ai vraiment appris des choses nouvelles. On a eu des informations sur les services écosystémiques détaillés qui sont analysés par les scientifiques, modélisables, qui peuvent nous servir d'outils d'aide à la décision. C'est Sandra Lavorel qui nous a appris ça dès le premier jour. C'est vraiment des éléments nouveaux qui peuvent aider aux décisions. On a compris la richesse et la description de la biodiversité des forêts, des sols, des forêts en haut et des sols qui les contiennent en bas. Ça, c'est le CNPF, c'est Lauriane qui nous a montré ça. Le stockage et le flux de carbone, on a appris vraiment des informations grâce aux spécialistes de l'INRAE. Objectifs, risques, où est-ce qu'on en est, la courbe bleue, la courbe verte, c'est vraiment des éléments, on garde ça, vous pourrez les retrouver sur Internet si vous êtes intéressé par ces données-là. Et puis enfin, on a eu, je trouve, un panorama des forêts mondiales françaises du pays du Mont-Blanc, grâce à l'ONF en particulier, quelque chose de très structuré, très bien architecturé, relayé avec les remarques d'Alain Baraton, et c'était très intéressant et très instructif. Tout ça, ça reste, c'est pour nourrir ce qu'on veut faire. C'était le chapitre scientifique et technique. Dans le chapitre humain et social, qui est absolument indissociable, moi j'ai noté qu'associer les enfants, les écoles, les enseignantes, parce que c'est souvent des enseignantes, les animateurs, et c'était important pour semer nos graines pour le futur. Donc les enfants, les associés, on va continuer, on ne va pas faire moins, on va faire plus. Rendre l'attractivité aux formations métiers du bois et de la forêt, on vient d'en sortir, on a vu que c'est pas rose. Et je pense que les intervenants n'ont pas forcé le trait. Et il faut aider les bûcherons. S'il n'y a pas de bûcherons, les belles histoires qu'on peut se raconter, elles tombent. Pas les arbres, mais les histoires. Stimuler la filière bois. La filière, on peut faire beaucoup mieux, parce qu'aujourd'hui, le bilan, il est quand même pas terrible au global. On exporte des belles choses et on n'importe pas ce qu'il faudrait. Donc la filière a besoin d'être encouragée. Et c'est vrai que les collaborations comme les services interprofessionnels comme le pôle Excellence Bois, ils ont un rôle très important, humain pour relier les hommes. Ensuite, la conciliation des usages. On rejoint ce que Monsieur le Premier ministre nous a indiqué. Il faut savoir dialoguer, il faut savoir négocier. La conciliation des usages, c'est vrai qu'on a essayé de faire un débat qui n'a pas été tellement un débat, et je rejoins Étienne qui était un petit peu frustré, je rejoins cette frustration. Il n'y a pas eu, mais les usages, c'est des usages de production, d'une part, de protection, on en a parlé,
de récréation et de captation du CO2. Voilà 4 usages. Mais on n'a pas bien vu où ça se confrontait, mais ça se confronte, pour du vrai. Et donc pour décider, il faudra se mettre autour d'une table, avec les différentes parties prenantes, le sportif, etc., etc. Ça, il faut apprendre ça, il faut le faire. C'est un travail humain. Et puis enfin, sur la partie humaine, formation des élus aux réalités de la forêt. Monsieur le député, qui n'est plus là, mais on a retenu le fait que c'est un travail qui est fait par lui, par d'autres personnes, former les élus, former le public, informer sur des choses qu'on a apprises. Et puis dernièrement, des actions opérationnelles, des choses pratiques à faire qu'on peut essayer de pousser à notre modeste niveau d'une commune. C'est pousser les labels et les marques de qualité. C'est des choses très pratico-pratiques et qui font qu'on peut consommer du bois français, du bois local, du bois de Haute-Savoie, etc. et gagner. C'est comme ça que marche l'industrie. Hein. Diffuser des principes de la sylviculture mélangée à couvert continu. Ça s'appelle SMCC. C'est exactement ce que nous ont raconté Monsieur Cornevin, Monsieur Ougier. On n'a pas prononcé le mot, qui est un peu un gros mot, parce que sylviculture, comment gérer la forêt, mélanger des espèces à couvert continu, des grands, des petits, des moyens. C'est parfait, c'est ce qu'il faut pour la biodiversité. Donc ça, ces principes-là, il faut les faire connaître, les partager et les appliquer. Mais vous les appliquez, hein. Par contre, il faut faire partager ça à tout le monde. Encourager les zones humides et les tourbières. Ah, c'est vrai qu'en zone de montagne, les zones humides, c'est un peu compliqué. Les tourbières, il faut des zones plates. Mais on a eu des exemples de nos collègues du Haut-Jura qui montrent qu'on peut faire des choses très bien. Et c'est les capteurs de CO2 les plus efficaces. Les tourbières, c'est les championnes du monde. Hein. Promouvoir l'utilisation de bois locaux, promouvoir dans l'utilisation. Cette fois-ci, c'est la commande publique, messieurs les maires, et la commande privée. Demandez, quand vous faites votre chalet, demandez du bois local, demandez à votre charpentier d'où vient le bois, et lui dire, oui, ça, je veux la preuve de l'origine. Organiser des dessertes, c'est un truc opérationnel, bassement opérationnel, mais s'il n'y a pas de chemin, si on ne résout pas le problème des 350 parcelles cadastrales à réunir, si on n'a pas de chemin de desserte, c'est comme quand on n'a pas de bûcheron, ça ne marchera pas. Donc organiser des dessertes, c'est bête, mais c'est des chemins. C'est dommage que M. Payex n'ait pas été là, parce qu'il a des expériences réussies sur le territoire de Saint-Gervais, mais il ne faut pas que ça se fasse que là. C'est du pratique, hein. Faire évoluer la taxation des stocks de pépiniéristes, là, j'ai entendu, oui, il suffit il faut aider, c'est du législatif, là, je pense. Savoir replanter en adaptation naturelle, autant qu'en importation, ou beaucoup plus qu'en important des essences exotiques. Vous avez entendu ça, c'est important. Imaginer des sources de financement aux services écosystémiques. Pour l'instant, dans tous les services qu'on a mentionnés, il n'y a que la production qui rapporte. La captation de CO2, ça ne rapporte pas en espèces sonnantes et trébuchantes. La protection, ça ne rapporte pas. La récréation, ça ne rapporte pas ou pas beaucoup. Et puis enfin, réduire l'exportation de bois vers l'extérieur. Notre exportation vers la Chine, d'autres pays, c'est pas simple ça. Et limiter l'importation des bois qui sont encore très importants. On est dans un grand écart aujourd'hui. Donc voilà des tas de choses pratiques. Il y en a qui sont très accessibles, il y en a qui sont plus politiques, législatives, mais voilà des actions qu'on va essayer de s'attacher, à essayer de pousser, de nourrir. Donc merci pour tout ce qu'on a appris. Voilà. Donc tous ces éléments-là, on va le garder, on va essayer de les utiliser, on va les utiliser. Et puis enfin, des remerciements plus officiels à la mairie de Combloux. Si la mairie de Combloux, représentée par Jean-Michel Paget et représentée par Claude Chambel, si elle n'était pas volontaire dans ses démarches, ça n'existerait pas. On ne serait pas là, on ferait autre chose, on serait allé faire du ski, mais on ne serait pas là. Donc la mairie de Combloux a poussé et vraiment, on la remercie. Le Crédit Agricole nous donne des sous, on a besoin d'un peu de sous. Vous savez que c'est gratuit.
On ne fait pas payer nos interventions, mais il faut un peu de sous pour payer une régie. Donc merci au Crédit Agricole qui s'engage sur 3 ans avec nous. Merci à la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Merci au département. Merci à l'organisation Haute-Savoie Tourisme qui nous soutient aussi. À la communauté de communes qui nous soutient financièrement et techniquement. Merci Aline. Et à la mairie de Demi-Quartier. C'est une petite commune, mais on est côte à côte et on collabore. Merci au comité d'organisation dont je fais partie, qui regroupe des gens de l'office, le président, Fabrice, que vous avez vu, Aurélien, le directeur. Merci aux représentants de la mairie, donc Françoise Jacquier, qui est élue à Transition écologique. Damien Sudreau, qui est au fond de la salle, qui tient... Voilà, Damien qui est là. Il y a mon épouse, il y a Christian. Alors maintenant, on parle des bénévoles qui ne sont pas directement dans la mairie. Donc Christian, qui est là. Mon épouse Jeannette, qui est là et qui a interagi avec les écoles. Laurence, qui est là également, une habitante de Combloux, et puis qui est vraiment là aussi en tant que élue aussi. Qui est élue. Qui est élue aussi. Elle est adjointe. Je sais élue, mais c'est vrai que c'est vraiment en tant que opérationnel et bénévole qu'elle a interagi. Et puis les shifters, dont j'ai le plaisir d'avoir regroupé un groupe de shifters sur le Pays du Mont-Blanc, qui a le nom Shifter Pays du Mont-Blanc. C'est les ambassadeurs du Shift Project, qui est un think tank qui s'occupe de présenter les aspects climat-énergie sur des bases factuelles et scientifiques. Donc il existe un petit groupe, on n'est que 15, on n'est pas beaucoup, à peine 15. Mais on est content d'être ici et ils ont aidé à la buvette ou dans certaines actions pratiques. Et puis, je ne peux pas ne pas citer vous-même, tous ceux qui avez contribué sur la scène ou à travers vos questions, les écoles de Combloux et leurs enseignants et animateurs, l'ONF et le CNPF, qui sont deux frères, en fait. L'un est né en 63, le CNPF, l'autre est né en 66, l'ONF. C'est deux établissements publics, je rappelle, publics tous les deux. Fabrice ? Non, parce que comme je t'ai demandé de le faire sans oublier, on oublie toujours quelqu'un. On a oublié Amandine, qui est notre DGS. Et on a oublié aussi Sylvaine, qui est élue. Voilà. C'est juste pour donner... T'as bien fait, parce que... À deux, on n'oubliera personne. À deux, on n'oublie personne. On oublie toujours quelqu'un. Donc l'ONF et le CNPF, c'est important, ces deux organismes qui nous aident au quotidien à travers leurs techniciens locaux qu'on connaît tous les deux, Samuel et Bertrand. Et ils sont là, avec eux on a travaillé. Je ne sais pas qui c'est, il y a Bertrand qui est là, Samuel on le voit très régulièrement, merci Monsieur Ougier. Et donc ils sont là, le pôle Excellence Bois, France Silva, FSC, Foresterie, tous ces organismes publics, privés, associatifs ou autres. L'INRAE et le CNRS qui nous ont donné quand même les excellentes prestations. Et puis les entreprises qui sont venues, y compris Carpe Diem, qui nous a servi de régie son et lumière. Et puis nos voisins du Haut-Doubs, merci. Merci monsieur et madame Alpi qui sont venus nous faire partager leurs expériences dans le Haut-Jura, tant au niveau des remontées, des paysages de montagne, de forêt, de tourbières. Leur expérience nous inspire aussi. C'est tout, j'ai terminé et je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est donc la fin de ces perspectives de Combloux. On a plusieurs sujets, mobilité, diversité, énergie, etc. On a des idées pour l'année prochaine et on va vous convier à un petit verre de l'amitié et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Belle soirée à tous.